Nous allons démarrer cette table ronde sur la thématique de l'avenir de la TNT, la télévision numérique terrestre, et on va se poser tous ensemble la question de savoir si la France des territoires a-t-elle encore besoin aujourd'hui de la TNT à l'ère du très haut débit. Et donc je vais commencer par présenter et remercier les intervenants à cette table ronde. Donc j'ai juste à ma gauche Jacques Donabouillu, directeur de la diffusion du groupe France Télévisions. Béatrice Piron, merci Madame la députée d'être parmi nous, députée des Yvelines, mais également membre du conseil d'administration de France Média Monde. Monsieur Sébastien Populaire, maire d'une petite commune du Doubs, j'espère bien prononcer le nom de la commune, Touillon et Loutelet. Voilà, alors que je ne sais pas comment on appelle les habitants de Touillon et Loutelet, vous nous le direz tout à l'heure. Merci aussi d'avoir accepté d'intervenir, surtout un petit peu au pied levé, puisque nous avions Gilles Toulza qui avait aussi qui avait accepté de venir et qui malheureusement s'est blessé juste avant de s'en démerder. Donc on lui souhaite tous nos voeux de bon rétablissement et merci d'être là. Et Karim El Nagar, notre directeur général de l'audiovisuel et réseau au sein du groupe TDF. Alors la TNT. La TNT, tout le monde la connaît, bien évidemment. C'est une télévision numérique terrestre. Tout le monde la connaît parce que c'est le mode d'accès universel et historique à la télévision hertzienne en France. La TNT, c'est une offre gratuite. Ça, je crois que c'est très important de le souligner. Et évidemment, une offre de très grande qualité avec 26 chaînes nationales, mais également une quarantaine de chaînes locales. Donc la TNT, c'est le mode d'accès à la télévision ouvert à tous, accessible à tous, sans distinction géographique ni économique. Tout le monde peut y avoir accès et elle est disponible partout en France métropolitaine, mais également avec une offre à l'outre-mer. Je crois pouvoir dire aussi que la TNT, c'est un vecteur de cohésion sociale et d'inclusion sociale. La TNT permet évidemment à tous les Français, comme je le disais, de s'informer, de se divertir. Donc vous l'aurez compris, la télévision numérique terrestre ne manque pas d'atouts. Et pourtant, aujourd'hui, la question que nous nous posons collectivement, c'est de savoir si à l'heure du très haut débit, on parlait hier encore beaucoup de fibre optique, à l'heure où la France déploie son réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire, et donc 87% aujourd'hui de la population est raccordable à la fibre. De plus en plus de Français font le choix d'un accès à la télévision payant via une box d'opérateur et à travers la fibre ou d'autres types d'accès. Et puis, évidemment, il y a aussi d'autres dynamiques qui sont en cours dans la consommation que nous faisons de l'audiovisuel. Je pense notamment à l'émergence des plateformes, de ces nouvelles plateformes de type OTT, comme on les appelle, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+. Alors donc c'est un environnement très, très, très changeant, évidemment, et on peut se demander si aujourd'hui la TNT a un avenir en France de manière assez provocatrice, presque, pour nous, TDF que nous sommes. Donc, est-ce que la TNT va savoir se moderniser? Est-ce qu'elle va savoir attirer de nouveaux publics? C'est toutes ces questions qu'on va se poser avec les intervenants de très grande qualité que j'ai autour de moi. Évidemment, les éditeurs de chaînes, les législateurs, les élus locaux, les téléspectateurs aussi, que nous sommes tous, et puis bien sûr, diffuseurs. Donc je vais démarrer peut-être par vous, Madame Piron, donc députée des Yvelines. Vous appartenez au parti Renaissance, donc le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, et vous êtes depuis peu membre de la commission des affaires étrangères, et vous avez été pendant longtemps membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc vous avez une connaissance très fine de ces sujets de l'audiovisuel. Vous avez porté par le passé d'ailleurs un projet de loi spécifiquement là-dessus, et je sais que vous connaissez très très bien le sujet de la TNT. Alors on a envie de vous demander à vous, surtout en ce moment où, au moment même où on se parle, il y a à Dubaï la conférence mondiale des radiocommunications qui se tient, et où là encore va être débattu le sort des ressources spectrales, qui est un peu le carburant de la TNT pour nous. Est-ce qu'on doit encore protéger ce service de la TNT et le faire grandir? Ou bien, comme certains ont pu le dire il y a déjà plusieurs années,
quelque part on leur a donné déjà un petit peu tort, se dire que finalement il est inéluctable que les fréquences de la TNT basculent un jour du côté des télécoms et que donc quelque part cette technologie est vouée à s'éteindre un jour ou l'autre. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, je vous remercie donc de cette présentation. Alors, je n'ai pas une très très grande expérience en audiovisuel, contrairement à vous ou dans la TNT. J'ai commencé à travailler sur cette thématique, on va dire, de l'audiovisuel et de la TNT, la télévision en linéaire, parce que j'étais responsable en 2020 donc d'un projet de loi sur l'audiovisuel et j'avais en charge le titre 3 pour défendre l'audiovisuel public ou transformer l'audiovisuel public. Alors c'était la première loi audiovisuelle de 2020 qui malheureusement a été stoppée à cause du Covid en mars 2020. Mais j'avais commencé à prendre des contacts et à travailler, notamment un petit peu l'inverse, le Muscari, donc qui était une obligation de reprendre les chaînes publiques puisque je défendais l'audiovisuel public sur les réseaux. Et donc, de par ce fait, j'ai rencontré différentes personnes et notamment, j'ai commencé à travailler avec Mme Janine Langlois, qui est ici présente, donc de Forum Média Mobile. Et puis, Arnaud Luc aussi, de TDF aussi. Et j'ai commencé à travailler sur l'aspect un petit peu du numérique responsable et de la différence qu'il y avait entre regarder la télévision linéaire sur la TNT ou regarder la télévision linéaire sur Internet à travers une box. À l'époque, d'ailleurs, j'étais moi-même équipée d'un téléviseur assez ancien qui n'était même pas compatible TNT. Et donc, je passais toujours par la box pour accéder au linéaire. Et c'était devenu une habitude. Et c'est malheureusement, je crois, aussi une habitude de beaucoup de Français pour se simplifier, pour éviter d'avoir deux télécommandes. Une fois qu'on a une box connectée, on fait tout sur la box et on laisse tomber notre câble TNT. Et pour beaucoup de Français, la TNT a aujourd'hui un côté un petit peu historique, en disant c'était bien avant, mais maintenant que j'ai une box ou maintenant que j'ai une télévision connectée, à quoi ça sert? Et donc en travaillant donc avec Monsieur Luc aussi de TDF ou Madame Janine Langlois, j'ai découvert en fin de compte tout ce besoin et de cette réalité de modernisation de la TNT. Donc ça faisait déjà partie du projet de loi de 2020 qui évoquait, donc j'ai dit le Muscari, mais qui évoquait aussi donc la ultra haute définition et donc les évolutions de la TNT et voilà. Et en discutant notamment donc avec le Forum Média Mobile, j'ai découvert donc cette étude à l'origine de la BBC qui évoquait la différence de consommation d'énergie suivant que vous regardez donc votre télévision linéaire, donc votre journal à 20h le soir à travers la TNT ou à travers une box internet. Et donc, déjà, c'était très, très parlant dans l'étude de la BBC. Et il y a eu une étude faite en France donc, par un organisme qui s'appelle l'étude LOCAT, Low Carbone Télévision, qui nous donne aujourd'hui des comparatifs entre l'énergie consommée, pas par votre télévision, parce que l'écran, votre télévision chez vous va toujours consommer la même chose, mais selon que vous choisissez de regarder le journal à travers la TNT, ou que vous choisissez de regarder le journal à travers votre box. D'un côté, vous allez utiliser des pylônes qui vont faire de la diffusion TNT, donc hertzienne, et d'un autre côté, vous allez utiliser de la fibre optique en général et des outils donc, qui appartiennent aux gros opérateurs télécoms. Et la différence est vraiment énorme. D'un côté, on mutualise des poteaux de la TNT qui consommeront, donc pour votre heure à vous de visualisation, environ 14 Wh. Donc 14 Wh, c'est pas énorme. Et en effet, on ne pense pas trop que la TNT consomme de l'énergie. Par contre, si vous êtes sur une box Internet, ou si vous avez un téléviseur directement connecté à Internet, vous allez utiliser le câble Internet donc, qui arrive chez vous et vous allez utiliser plus de 100 Wh. Donc déjà 8 fois plus d'énergie pour transporter votre programme TV à travers Internet plutôt qu'à travers les zones hertziennes. Et si vous utilisez en plus un boîtier, une box Internet fournie par votre fournisseur à Internet, là vous consommez plus de 150 Wh. Donc 11 fois plus d'énergie. Donc j'ai commencé à prendre conscience de ces écarts en fin de compte. Et si aujourd'hui on veut parler de numérique responsable, donc c'est sûr que le numérique consomme moins que votre voiture, on va dire, d'un point de vue CO2,
mais il a quand même un impact sur l'énergie que vous consommez. Et le numérique aujourd'hui est en pleine croissance. Et surtout, bon, en fin de compte, tout ce que vous avez stocké aujourd'hui, tout le monde s'envoie des vidéos, stocke des vidéos sur son téléphone, sur ses moyens, télécharge des vidéos. Et tout ce numérique qui est stocké un petit peu partout dans le cloud et qui est transporté à chaque fois que vous avez envie de le regarder, ça consomme de l'énergie. Et donc, le numérique a un impact aussi sur notre consommation énergétique. J'ai également défendu historiquement le linéaire, et notamment en 2021, j'étais responsable d'une mission sur l'offre jeunesse de l'audiovisuel public. Donc là, ça concernait directement France Télévisions parce que le gouvernement avait décidé de fermer France 4, la 14, la chaîne 14 et la 19. Donc d'ailleurs, ça se voit toujours, il y a toujours le canal 19 qui est toujours sans signal à l'heure actuelle. Mais théoriquement, le gouvernement avait décidé de fermer 2 canaux pour des raisons d'économie. Hein, et puis je me suis battue contre France Télévisions, j'en suis un petit peu désolée, ou pour les Français. Justement, nous avons fait un rapport qui estimait comme quoi aujourd'hui tous les Français n'accèdent pas encore à une box et au coût pour la jeunesse qui veut utiliser les services de France Télévisions, et qu'il était important de préserver pour des raisons environnementales et pour une raison de facilité d'accès pour la jeunesse, donc une chaîne publique. Et donc on a obtenu et on a fait changer donc le gouvernement pour garder cette chaîne. Voilà. Merci beaucoup pour ce propos très complet et effectivement pour avoir insisté sur ces bénéfices qu'on n'imagine pas forcément intuitivement, le côté green, si je peux me permettre, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plus de 80% de la population qui était connectable. Connectable. Mais ce n'est pas parce qu'on est connectable qu'on est connecté. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a que 62% des foyers qui sont connectés à Internet et donc qui peuvent vraiment accéder donc, par Internet. Et les 30% ou les 28% qui manquent, je pense qu'ils vont quand même prendre du temps. Aujourd'hui, il y a environ 12 000 connexions à la fibre par jour. Hein. Donc, ça prend un certain temps. Il y a des villes où les réseaux sont complètement saturés, où on n'a plus de possibilité d'accès à la fibre. Il y a des villes qui ne sont pas encore connectées à la fibre. Aujourd'hui, il y a 97% des Français qui ont accès à la TNT. C'est le moyen donc, le plus simple d'y accéder. Bien que là-dessus, je mets un petit point d'attention, c'est qu'il y a certaines copropriétés qui ont utilisé les câbles initialement TNT pour faire passer du réseau Internet et qui ont perdu leur accès à la TNT, alors que le droit français dit que tout logement doit être accessible à la TNT. Là-dessus, il y a certaines copropriétés qui s'en dispensent, on va dire. Et il y a de plus en plus de Français qui ne savent pas justement l'utilité de cette connexion à TNT, qui la débranchent, qui ne l'utilisent plus. Et je crois qu'il faut quand même réussir à remotiver les gens pour se connecter à la TNT, qui, comme vous le disiez aussi, et vous allez en parler je pense, se modernise et est de plus en plus performante. Je voulais juste avoir un petit mot aussi sur l'HBB TV, qui est une norme française qui est relativement peu connue du tout public. Mais les sénateurs la connaissent bien, certains parlementaires la connaissent aussi. J'ai déjà essayé de défendre donc, une obligation d'avoir des téléviseurs dans la norme HBB TV qui permettra justement d'accéder à toute la modernisation de la TNT pour pouvoir faire en fin de compte du replay quand vous êtes sur la TNT d'une émission, pour pouvoir avoir des informations complémentaires. HBB TV, c'est Hybrid Broadcast Broadband, qui permet donc à travers la TNT d'aller chercher sur Internet des informations complémentaires sur votre programme, à quelle heure il se termine, si vous voulez le redémarrer au début, et qui est un mode hybride en fin de compte entre Internet et la TNT, mais qui permet quand même justement d'exploiter la TNT le plus longtemps possible ou le plus souvent possible. Arte, par exemple, propose beaucoup de liens HBB TV. C'est des petits points rouges et des petits points bleus qui vous permettent d'accéder à un menu qui vous donnera plus d'informations et de pouvoir exploiter à fond la modernisation de la TNT. Merci beaucoup. Très complet. Peut-être une dernière question. Profite de votre présence complètement. Je vous sais très attaché au pluralisme des médias, au sujet également de la francophonie. Le pluralisme des médias, il est garanti quelque part par la TNT, puisque c'est à travers l'ARCOM. Et vous êtes, je le sais, très engagé aussi pour sur le sujet de la francophonie à travers le monde.
on le sait peut-être pas assez, mais la TNT, c'est aussi une contribution très importante à l'audiovisuel public et à la création, en fait, à la production audiovisuelle en France. Je crois que l'année dernière, c'était plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros qui étaient investis dans ces nouveaux programmes. Ce sont autant d'œuvres en langue française qui sont produites, qui sont ensuite potentiellement, bien sûr, diffusées à travers le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers la TNT, et dans les débats que vous portez, finalement, là, un outil précieux pour faire rayonner la culture française à l'international? Oui, donc vous me donnez l'occasion de parler un petit peu, donc, notamment de France Média Monde, donc, qui représente l'audiovisuel extérieur de la France, donc, qui est l'audiovisuel public français qui diffuse en radio ou en télévision dans le monde entier. Et aujourd'hui, donc, France Média Monde, c'est quand même 260 millions de personnes donc, qui accèdent donc, à des émissions radio ou télévision tous les jours dans le monde entier, et ceci donc en français, parce que c'est très bien de promouvoir la langue française, mais également en 20 autres langues, donc dans toutes les langues quasiment du monde, en espagnol, en arabe, en anglais, et même dans des langues africaines ou asiatiques relativement peu connues. Et le fait de pouvoir diffuser des informations par des journalistes d'une organisation française permet à ces gens-là d'accéder donc à des informations vérifiées, fiables, et de s'écarter un petit peu de ces modèles totalement privés d'information qui pourraient avoir tendance à dévoyer l'information et à produire des fake news. Et l'importance justement de cette TNT ou de cette diffusion donc, libre, on s'en rend de plus en plus compte maintenant, puisqu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a certaines démocraties, au contraire, on a certains États qui ne vivent pas en démocratie, qui pour bloquer l'information et pour bloquer les informations fiables et justes, coupent les réseaux de diffusion TNT ou radio, pour justement éviter que l'information française se propage au sein de leur population. Donc c'est vraiment la preuve de la pertinence et de l'utilité, et on a certains régimes autoritaires donc, qui s'en protègent en coupant les accès. Et c'est vrai que la TNT, on le voyait lors du colloque il y a une semaine sur le sujet à la Maison de la Chimie, c'est aussi une technologie qui se déploie ailleurs dans le monde et qui grossit sur bien des pays. Donc quand on pense TNT, vous le disiez en introduction, on peut penser que c'est une technologie d'hier, vieillissante. Pour beaucoup de pays, au contraire, c'est pour demain. Voilà. Les Américains, je crois, sont en train de retourner vers la TNT, puisqu'ils étaient un des premiers pays, on va dire, avec des gros pourcentages d'utilisation d'Internet. Et ils avaient abandonné un petit peu la TNT. Et ils reviennent petit à petit. Alors, je ne sais pas si c'est pour le côté responsabilité environnementale, mais aussi, je pense, aussi pour des questions de pouvoir d'achat et d'inflation qui font que les gens s'aperçoivent qu'ils ont en accès gratuit des choses qui sont quasiment équivalentes à ce qu'ils ont sur des bouquets pillants sur Internet. Et donc, ils reviennent à la TNT beaucoup aux États-Unis. Et j'espère que la France aussi poursuivra, en fin de compte, sa croissance de TNT. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Et alors, nous sommes très heureux d'avoir avec nous un maire. Nous sommes au Salon des maires. Et merci Sébastien Populaire d'avoir accepté de prendre la parole. Donc, je le disais, vous êtes maire d'une petite commune du Doubs, Souillon-et-Loutelet. Et bien qu'en zone rurale, votre commune dispose déjà depuis plusieurs années, je le crois, de la fibre optique qui est donc déployée. Donc vous avez justement cette vision assez large des services qui peuvent être proposés aux citoyens de votre territoire. Est-ce qu'à l'heure du très haut débit, vous qui êtes directement confronté, puisque vous devez sûrement avoir même des nouveaux habitants qui vous demandent est-ce que la commune est fibrée, hein, c'est souvent une question qui revient très très vite lors de l'installation de néo-ruraux parfois. Est-ce que vous pensez qu'il est encore nécessaire alors nous on a dit oui, mais vous avez le droit d'avoir une autre vision, de disposer d'un réseau comme celui de la TNT aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Donc, peut-être pour planter le décor, le Touillon-et-Loutelet, c'est un petit village de 280 habitants situé à 1000 mètres d'altitude en zone montagne. Et si vous aimez le Mont d'Or, le fromage, c'est le berceau du Mont d'Or, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est un village qui se situe à la frontière suisse, qui a connu aussi une expansion assez rapide, puisqu'on était 60 habitants dans les années 70.
Et aujourd'hui, on est 280 habitants. Donc, on va dire un village qui grandit très vite et avec une très forte, expansion démographique et avec notamment l'installation de néo-ruraux comme vous l'évoquiez. Alors, pourquoi la TNT? Moi, je pense qu'elle est encore utile. Alors, effectivement, tous mes habitants, on a une moyenne d'âge qui est relativement jeune. Ils veulent de la fibre parce qu'effectivement, ils sont habitués à des nouveaux usages, à avoir de la télévision à la demande, etc., etc. Néanmoins, pour moi, la TNT, elle a quand même deux avantages qui sont assez majeurs. La première, c'est que, alors oui, j'ai des nouveaux habitants qui veulent de la fibre, mais j'ai des habitants pour qui, en fait, ils ont juste besoin d'Internet. Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir une pléthore d'offres avec 300, 400 chaînes, etc., etc. Donc, qui ne voient pas forcément un intérêt à avoir de la télé par Internet et de garder cette chose-là. Et puis le deuxième avantage pour moi, c'est surtout une question de fiabilité. Fiabilité, pourquoi? Parce que en fait, moi, dans mon village, pour avoir la TNT, j'utilise la TNT SAT, ce qu'on appelle la TNT SAT. Et donc, j'ai une parabole qui pointe... Alors, pas une parabole, pardon, j'ai une antenne qui pointe sur le sommet du Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'est le sommet du Doubs, à peu près 1500 mètres d'altitude. Donc, qui vente, qui neige, qui pleuve, etc., c'est toujours un service qui sera disponible. Vous l'avez souligné, le Doubs, c'est un département qui est fibré à 100%. Et là, il y a eu un gros travail du département qui a été fait en collaboration avec les intercos, en collaboration avec les communes. Néanmoins, dans cette installation de la fibre, on a eu quelques petits soucis. Des soucis de... Parfois, on a des installateurs qui sont des installateurs privés qui, quand en fait, ils veulent raccorder des particuliers à la fibre, ils n'hésitent pas trop à débrancher un autre particulier, ce qui pose, je ne vous casse pas, certains problèmes et qui peuvent prendre du temps à être réglés. Et donc, en termes de fiabilité, pour moi, la TNT, elle a beaucoup plus de pérennité et d'avantages on va dire, que de passer par la fibre, en tout cas. Donc voilà, moi, je vois ces deux avantages-là, c'est que, un, effectivement, c'est un service qui est pérenne, et deux, c'est un service qui dépend moins de la technique, entre guillemets, et qui permet d'avoir quelque chose qui est assez fiable, surtout dans des petits territoires comme les nôtres qui, en termes de connexion, peuvent être parfois dans des zones blanches aussi. Hein. Et j'imagine que l'arrêt, alors on en parle, on n'est pas loin du stand d'Orange, il y a aussi un grand projet qui est prévu pour 2030 qui est ce qu'on appelle le décommissionnement du cuivre, c'est-à-dire on va arrêter ce réseau cuivre. Vous disiez que la fibre est arrivée déjà depuis plusieurs années sur votre territoire. Est-ce que justement tout le monde est aujourd'hui concrètement raccordé? Est-ce qu'il n'y a pas aussi difficulté à se dire finalement il y aura quand même toujours quelques logements qui seront difficilement raccordables à la fibre? Des solutions alternatives existent, mais finalement, si on devait aussi quelque part arrêter la TNT, pour ces logements-là, c'est un peu quelque part la double peine, quoi. C'est fracture numérique qui ne fait que s'aggraver pour les derniers pourcents. Effectivement, et surtout pour une certaine catégorie de la population qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour qui les usages du numérique, c'est encore quelque chose qui est assez lointain. Et donc, vous signaliez le problème de la fracture numérique, et ça, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, parce qu'il ne faudrait pas éloigner, on va dire, y a certaines personnes pour qui la télé, quand vous êtes seul, quand vous êtes âgé, etc., pour qui la télé, c'est un élément clé, on va dire, de la vie quotidienne. Et donc, voilà, pour tous ces usages-là, je pense que effectivement, il faut s'assurer que la transition, elle se fasse en douceur, qu'elle se fasse de manière correcte et qu'on prenne le temps aussi d'expliquer à l'ensemble de la population quels sont les impacts et qu'est-ce qui devra être mis en place pour assurer une continuité sur la diffusion des émissions, par exemple. Tout à fait. Puis un service qui marche, c'est vrai qu'autant le garder, hein. Et qui a fait ses preuves, je pense, depuis plusieurs années. Est-ce que, alors pour terminer, peut-être nous dire, donc la TNT, c'est important, mais est-ce que dans la modernisation, parce qu'on va en parler juste après, qui est attendue, quels seraient les services finalement qui manquent? Alors là, je vous pose la question en tant presque de spectateur de la TNT par rapport justement aux box qu'on peut connaître, qui offrent plus de services. Alors moi, je vais être honnête avec vous. À la maison, j'ai une box et une offre box, mais principalement pour mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent regarder des émissions spéciales, enfants, des émissions en replay, etc., etc. Moi, l'offre TNT, moi personnellement, ça me convient parfaitement. Donc voilà, je pense que si la TNT devait évoluer, en fait, il faut qu'elle commence gentiment à apporter des services qui se rapprochent des services que peut apporter une box. Donc, on parlait de la télé à la demande, on parlait du replay. Pourquoi pas aussi avoir accès à des éditions régionales
mais qui viennent de régions d'ailleurs, etc., etc. Donc pour moi, c'est un peu le sens que je vois à l'avenir si on veut pérenniser la TNT, c'est vraiment de petit à petit peut-être apporter des services qui aujourd'hui sont apportés par une box, mais qui pourraient, on va dire par, je sais pas, l'évolution des technologies, être apportés dans le cadre de la TNT en l'occurrence. Ouais. Très bien. Donc il y a des services en plus et puis un sujet générationnel, on y reviendra peut-être Voilà, tout à l'heure, mais ça. on l'a bien compris aussi. Merci beaucoup, Monsieur Populaire. Je passe la parole à Jacques Donabouvu, directeur de la diffusion chez France Télévisions. Alors du côté des éditeurs de chaînes, comment est-ce qu'on perçoit ces évolutions? Évolution, on l'a dit, à la fois la fibre qui se déploie, ces box qui sont de plus en plus présentes dans les foyers, et puis en même temps ces nouveaux acteurs en tant qu'éditeurs qui proposent aussi des contenus différents, over the top comme on dit, mais de type Netflix et Amazon. Comment est-ce qu'on perçoit les choses chez France Télé, et est-ce que pour France Télévisions, la TNT a un avenir? C'est une question directe au moins. Madame la députée, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, à France Télévisions, on croit à la TNT et on pense que la TNT et le service public de France Télévisions, c'est vraiment très compatible. Hein. La TNT, ça répond parfaitement à une partie des missions de service public de France Télévisions. On en a rappelé quelques-uns des avantages. Madame la députée a rappelé notamment sa gratuité, sa couverture, sa sobriété énergétique. Et ça, c'est vraiment un souci qu'on a à France Télévisions. Je voudrais en rappeler également un dernier, c'est le fait que vous avez une granularité géographique dans l'accès au programme. Autrement dit, vous pouvez avoir accès aux informations de proximité, notamment grâce au réseau France 3, sans avoir besoin de chercher un numéro, le 382, etc. etc. Voilà. Vous avez directement l'accès à votre information de proximité. Et vous savez que France 3 a lancé récemment une augmentation de ses plages horaires de programmes régionaux. Hein. Et qu'il y a maintenant, notamment grâce à l'apport de Radio France qui filme les matinales de ces radios, il y a plus de 60 France 3 différents. Plus de 60 France 3 différents qui peuvent amener à chacun d'entre vous, dans les territoires, une information de proximité. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie fondamentalement de toutes les plateformes qui n'ont pas du tout d'offres régionales et locales relatives à l'information. Donc on croit évidemment à la TNT. Et juste, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous donner quelques chiffres, la TNT aujourd'hui, c'est 20% de nos concitoyens qui n'ont accès qu'à ce mode de réception. Et c'est relativement stable au cours des années. Il y a 7-8 ans, c'était 23 ou 24%. Donc vous voyez, ça décroît légèrement, mais c'est quand même relativement stable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on fait des mesures d'audience, on a des dispositifs qui nous permettent de savoir si les gens regardent sur leur box ou regardent via la TNT. C'est quand même 40% de notre audience. Et c'est assez cohérent avec nos confrères de TF1 ou M6 pour lesquels les chaînes sont regardées à peu près à 40% sur la TNT. C'est-à-dire que même si vous avez une box, vous regarderez la TNT parce que, Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, il y a globalement une meilleure qualité, une meilleure fiabilité, etc. Donc on croit bien entendu à la TNT. C'est pas pour ça qu'on néglige les autres modes de distribution. Ils sont devenus indispensables maintenant. Hein. Vous avez un parc de box qui est très très étendu en France. Vous avez les téléviseurs connectés, etc. Donc nous, notre mission de service public, c'est vraiment d'être présent sur tous les supports de distribution. Mais la TNT est celui qui nous convient vraiment bien. Voilà. Donc voilà pourquoi on croit à la TNT. Alors il y a une question sur la modernisation, c'est ça ? Oui, la question d'après, effectivement, on l'a esquissé avec les intervenants précédents. C'est alors déjà un sujet important ici au Salon des maires, puisqu'il y a un pavillon dédié au sport qui est bien sûr l'arrivée des Jeux Olympiques à partir du 26 juillet prochain. Et effectivement, cette modernisation dont on parle beaucoup, dont on a parlé beaucoup la semaine dernière à la Maison de la Chimie, sur l'arrivée notamment de l'ultra haute définition. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les jalons, quand ça arrive, quand et pour qui? Alors, effectivement, comme on croit à la TNT, on souhaite sa modernisation. Il y a effectivement deux volets dans la modernisation. Il y a un premier volet qui est qualité d'image, etc., etc. Donc, c'est le passage à l'UHD, je vais y revenir.
Et le deuxième volet, on en a parlé également, Madame la députée, c'est le HBB TV. J'en dirai quelques mots également si vous le souhaitez. Donc mais le premier volet qui est beaucoup plus d'actualité, c'est que grâce au soutien des pouvoirs publics et notamment du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que de l'ARCOM, et j'en profite pour saluer les représentants de l'ARCOM qui sont présents ici, on a pu avoir des autorisations pour déployer des réseaux en ultra haute définition. Alors, pour France 2, de manière pérenne et durable, et pour France 3, pour la période Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Hein, donc c'est vraiment un gros projet pour nous. Donc les autorisations ont été délivrées il y a le 25 octobre, je crois. Donc vous voyez, c'est tout récent. Mais rassurez-vous, on avait anticipé un certain nombre de choses et on sera prêt assez rapidement même, puisque on prévoit d'ouvrir les réseaux ultra haute définition pour France 2 sur Paris, donc à la Tour Eiffel, d'ici 3 semaines, hein, pour le 11 décembre. Et puis déployer un réseau au cours du premier trimestre 2024 et une partie du deuxième trimestre 2024 qui permettra de couvrir 70% de la population. Alors vous me direz, oui, mais attendez, 70%, il en manque 30. Ce n'est pas une question de volonté de notre part, c'est simplement qu'on n'a pas assez de fréquences. Hein. Il manquait des fréquences pour avoir suffisamment de couverture et d'approcher les 97% comme on l'a pour nos programmes actuels. Bon, on se contentera de ça. Les téléspectateurs pourront aussi nous recevoir sur le satellite ou sur leur box. Et 70% de la population, c'est quand même pas mal, c'est un bel effort. Alors avec à la fois des grandes villes, mais également des zones rurales. Hein. Je tiens à le dire à Monsieur le maire, on n'a pas non plus oublié les zones rurales, on n'a pas oublié non plus l'outre-mer, hein, qui est souvent un peu oublié. Donc on desservira aussi l'ensemble des géographies ultramarines dès l'ouverture des réseaux. Voilà. Et on sera prêt bien avant la période de Jeux Olympiques, parce qu'il faut laisser le temps aux téléspectateurs de régler leur antenne, de demander à leur syndic de copropriété de faire le nécessaire, de demander à leur office de HLM d'adapter également l'antenne. Donc voilà, on a suffisamment anticipé pour estimer que les Français pourront profiter des Jeux Olympiques en ultra haute définition. Alors l'ultra haute définition, c'est une meilleure définition, comme le dit son nom, et c'est aussi, et je ne voudrais pas qu'on résume l'ultra haute définition à simplement une meilleure qualité, une meilleure définition de l'image, c'est aussi une gamme de couleurs, ce qu'on dit dans notre jargon la colorimétrie, qui est très largement étendue. Et c'est, je pense, ça le vrai plus de l'ultra haute définition, c'est de pouvoir avoir un spectacle qui est beaucoup plus immersif et qui est un peu comme ce que voit l'œil, contrairement à ce que les services actuels en haute définition proposent. Dernier point sur lequel je vous ai insisté, c'est aussi une qualité de son améliorée, donc un son beaucoup plus immersif et aussi un son plus adapté pour des personnes notamment malentendantes. Je vais vous donner un exemple que vous comprendrez très bien. Vous avez vu qu'il y a un bruit de fond énorme et que sans micro, vous ne nous entendriez pas. Bon, sur certaines émissions, par exemple quand vous regardez du sport, l'ambiance, c'est-à-dire les spectateurs qui manifestent leur joie et leur enthousiasme, c'est très élevé. Vous n'entendez pas les commentateurs. Ou quand vous regardez une fiction et que les personnages sont dans un aéroport, par exemple, vous pouvez avoir plus de mal à les entendre. Le nouveau son permet d'augmenter les dialogues, donc les commentaires dans le cas du sport ou les dialogues dans le cas de la fiction, et de permettre à des personnes qui ont des difficultés d'audition de vous recevoir beaucoup mieux. Donc voilà un des exemples et un des apports supplémentaires de l'ultra haute définition. Et donc on est vraiment enthousiaste à l'idée qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, l'ensemble de nos concitoyens puissent profiter de ces images qui leur permettront de voir encore mieux les Jeux Olympiques qui se produisent une fois tous les 100 ans en France. Donc il fallait vraiment saisir cette opportunité. Merci beaucoup, c'est très enthousiasmant. Et je me retourne maintenant vers Karim El Nagar, donc côté diffusion concrètement, dans les tuyaux, comment ça se passe. Donc directeur général audiovisuel et réseau du groupe TDF.
La diffusion de la TNT, évidemment, c'est l'activité historique du groupe TDF. C'est un savoir-faire très particulier. C'est un réseau, on l'a dit, ultra fiable, maillé à tous les niveaux. Je peux le dire d'autant mieux, c'est aussi une grande fierté de la part des salariés de TDF de fournir ce service depuis bientôt 50 ans et d'assurer cette parfaite continuité de service pour les clients que nous avons, les chaînes de télévision. Donc c'est une technologie robuste, je crois que ça on est tous d'accord pour le dire. On comprend néanmoins qu'elle va devoir se moderniser, donc Jacques l'a annoncé. Côté TDF, comment est-ce qu'on s'y prépare et quelle est un petit peu notre vision, un petit peu la même question, quelle est notre vision justement de ces évolutions à venir? Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, chez TDF, on est passionné de TNT, on accompagne la TNT depuis son lancement. Et c'est vrai que chez les salariés, évidemment, il y a la passion de la technologie, mais on ne perd vraiment pas de vue la finalité, ce service exceptionnel qu'est la TNT, l'importance pour des populations, on en a parlé, 20% de foyers qui ne reçoivent la télévision qu'à travers ce moyen. Et on a bien conscience du rôle clé que ça joue dans la société. Et on le voit d'ailleurs quand les équipes se mobilisent, notamment lors de grandes tempêtes, pour remettre le réseau en état. Et c'est cette même passion qui nous a amené à soutenir cette feuille de route de modernisation de la TNT. Alors, sous un aspect technologique, puisque TDF travaille sur la technologie UHD et son implémentation dans la TNT maintenant depuis de nombreuses années. Et puis plus récemment, un travail, je dirais, plus opérationnel et d'orchestration justement du déploiement de l'UHD sur les différents MUX, ces différents groupements, évidemment en collaboration avec les éditeurs, essayer d'imaginer un calendrier de déploiement qui démarre évidemment avec ce MUX précurseur qui est emmené par France Télévisions et auquel on est effectivement fortement associé. Donc on participe là de façon très opérationnelle à la construction, enfin au déploiement de ces sites et puis à la mise en service et au support. Donc ça c'est effectivement une activité qui nous mobilise à très court terme. Et puis au-delà de ça, on a des réflexions plus moyen terme et plus long terme sur ce que pourrait être une seconde phase de modernisation de la TNT, notamment avec ce qu'on appelle la 5G broadcast, c'est-à-dire la promesse d'offrir la TNT en mobilité, en s'appuyant sur les normes du 3GPP, donc en tirant parti d'une standardisation qui existe déjà dans les terminaux mobiles, les smartphones, les tablettes, etc., et qui aujourd'hui n'est pas encore implémentée, mais qui pourrait l'être dans les années qui viennent. Et ce serait l'occasion pour la TNT de franchir une étape supplémentaire avec un point important, enfin plusieurs avantages, mais un important à nos yeux qui est finalement toucher un public plus large, puisqu'aujourd'hui un des défis de la TNT, c'est, je dirais, d'augmenter son public. On sait que, je dirais, le téléspectateur ou la téléspectatrice a un âge moyen qui avance. On est plutôt sur des populations, je dirais, plus rurales qu'urbaines. Et donc, il y a un enjeu par rapport à d'autres technologies de toucher des publics plus jeunes qui consomment en mobilité, qui consomment dans des tranches d'âge effectivement un petit peu différentes. Et donc, la technologie aujourd'hui est disponible, en tout cas sur le plan des réseaux. Et dans un avenir proche, on travaille avec les fabricants de terminaux pour proposer des expérimentations. Donc voilà, donc c'est l'UHD, c'est l'interactivité et au-delà de ça, la perspective d'offrir la TNT en mobilité qui nous mobilise sur le plan de la modernisation chez TDF. Merci beaucoup Karim. Je trouve qu'on a fait déjà un bon tour et j'espère que vous êtes convaincus en face de nous des évolutions à venir de la TNT. On peut prendre, puisqu'il nous reste quelques minutes, des questions s'il y en a. Et je profite simplement pour dire aussi qu'on a un livre blanc sur la TNT qui a été
qui est en exclusivité disponible sur le stand de TDF. Donc comme on vous invite après à un moment de convivialité, n'hésitez pas, on vous le distribuera. Et tout ce qui vient d'être dit, et même un peu plus dans le détail justement des étapes à venir pour la TNT, sera voilà, à l'intérieur de ce magnifique livre blanc. Alors moi j'ai pas une question, mais je voulais peut-être apporter une précision parce que on va desservir effectivement 70% de la population française à travers la TNT, puis on sera disponible sur le satellite, chez Orange, etc. bien entendu. Alors il y a peut-être une question que vous vous posez, c'est oui d'accord, mais pour recevoir, comment je fais? Il faut un récepteur compatible UHD. Et si on a pu lancer ce projet, c'est parce que le parc déjà installé de récepteurs UHD, en 2000, et là je cite des sources des syndicats de fabricants de matériel électronique, donc c'est fiable, hein, c'est pas une invention de ma part évidemment, c'est de mémoire 16 millions en 2023 et 20 millions en 2024. Et il y a à peu près 28 millions de foyers en France. Donc vous voyez, il y a déjà une population, une part de la population française très importante qui est capable de recevoir. Si on n'avait pas eu une part aussi importante, pour nous, ça aurait pas eu de sens de lancer l'UHD. Là, on a quand même près de 70% des foyers, enfin, je fais le calcul de tête, plus de 70% des foyers qui seront capables de recevoir nos programmes en UHD dès son lancement. Et ça, c'est vraiment très important. Et peut-être mentionner les numéros de chaîne qui seront celles de l'UHD. Oui, alors donc l'ARCOM nous a attribué 52 pour France 2 et 53 pour France 3. Donc bien entendu, on communiquera sur le sujet à l'occasion des lancements et des mises en œuvre des émetteurs successifs. Et avec une fonctionnalité de la norme, le téléspectateur pourra avoir automatiquement sur le numéro 2 sa chaîne UHD plutôt que la chaîne HD. Le téléviseur lui proposera, lui dira en gros, on a repéré qu'il y avait un programme UHD qui est le même que celui que France 2. Est-ce que vous le voulez sur la touche 2? Et il dira oui ou non, quoi. Voilà. Parfait. Une question? Juste une petite remarque, puis en même temps une petite question à TDF. Est-ce qu'il ne faut pas aussi bien rappeler que la TNT, c'est l'historique de la télévision et c'est une obligation de service public qui a toujours été mise en œuvre et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les obligations des opérateurs de réseau, fibre ou autres. Je pense, Didier, que tu mentionnes que le service universel des télécoms n'est plus tellement assuré et qu'effectivement celui de la TNT l'est toujours. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, nous, on a des taux de disponibilité sur la TNT sur l'ensemble de la France qui sont au-delà de 99%, avec même pas mal de 99,9% au minimum. Donc ça, c'est assez unique, surtout pour une couverture qui est aussi étendue. On a parlé, encore une fois, d'une couverture de 97% de la population. Donc oui, c'est un atout indéniable, en plus des autres points qu'on a mentionnés plus tôt. Je reprends l'exemple d'ailleurs des tempêtes. Typiquement, il y a eu un gros travail pour restaurer les différents services et les points de service de la TNT ont été parmi justement les services qui ont été restaurés le plus rapidement, souvent avant des services comme les télécoms, la fibre ou d'autres services essentiels. On arrive à la fin, mais s'il y a une toute dernière question, il reste 1 minute, on peut la prendre. Ou remarque. C'est tout bon. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous convier sur le stand de TDF pour poursuivre les échanges et à vous remercier très sincèrement. Madame la députée a dû partir, mais merci à tous et très bon salon, très bonne journée.